parle d'une pratique, il semblerait qu'il y ait une série de petits pièges qui se présentent régulièrement. Et ces micro-séminaires n'y échappent pas. Il me semble avoir fini la fois dernière, parce que je ne réécoute pas les séances précédentes, mais il me semble avoir fini sur le savoir objectif. Et il serait très tentant de penser qu'on va pouvoir reprendre les choses, comme on dit, là où on les avait laissées. C'est-à-dire comme si le temps n'avait pas passé, ou comme si le temps avait passé, mais sans altérer rien de ce qui s'était proposé, ni même rien de ce que nous autres, ici et là, avons pu traverser, éprouver, les déplacements dont nos sujets auront pu être affectés. Autrement dit, on nourrit une forme de fantasme qui permettrait d'enchaîner aux énoncés de la fois dernière de nouveaux énoncés qui vont venir, comme ça, continuer à faire corps. Mais en fait, de corps, en l'occurrence, il n'y a pas. Et on ferait à ce moment-là consister, ou illusoirement consister, un savoir affranchi du réel du temps. Eh bien, cet affranchissement, c'est précisément une figure possible d'un savoir objectif, s'il fallait essayer d'en donner un contour. C'est un premier écueil dans lequel il est très tentant de tomber quand on parle d'une pratique en se refusant, parce que c'est inutile, à la consigner dans des énoncés figés. Un deuxième écueil, parler de ce qu'on fait, c'est avoir recours à la métaphore, donc on n'échappe pas à cet au-delà que propose la métaphore, donc à une forme d'abstraction. Et cette abstraction, elle pourrait vite devenir l'outil d'un projet totalisant, puisqu'on pourrait rapidement combler notre auditoire avec des énoncés satisfaisants, en oubliant que une grande partie de ce qui s'échange, une grande partie de ce qui se reconnaît, est absolument intangible, puisqu'il s'agit de la parole. Tout ça me fait penser aussi à une réplique des dialogues des Carmélites de Bernanos, mise en musique par Poulenc ensuite, donc, qui est une pièce dans laquelle Madame de Croissy, qui est la mère supérieure qui est en train de mourir, recommande à Blanche de la Force de ne pas oublier d'être détachée de son détachement. Alors parlons un peu du discours universitaire. En vérité, on était déjà un petit peu en train d'en parler, par ces petits détours. Parlons du discours universitaire en considérant que c'est le savoir qui est en position ici agissante, et qui est aussi en position d'être agi. C'est le savoir qui occupe la position du semblant, et qui va mettre au travail ce qu'il en était du reste dans le discours du maître.
Pour l'instant, on va considérer que le savoir met au travail un étudiant qui est informe, qui n'est pas formé, et qui va acquérir un ensemble de connaissances, qui va parvenir à organiser un certain nombre d'énoncés qui vont produire une forme de sujet de la connaissance qui va être d'autant plus divisé qu'il sera bardé de diplômes et qui va avoir deux destins possibles, celui de revenir vers le savoir pour le contenter. On se souvient de ce retour de la production vers la position du semblant pour la conforter. Il y a un deuxième destin à ce sujet, puisqu'on sait que dans la structure d'un discours, la production est aussi au lieu de la perte. Et bien ce qui est perdu, c'est aussi le sujet divisé, mais cette fois le sujet divisé dans sa possibilité d'être représenté. Il n'y a plus de place pour la représentation du sujet dans le discours universitaire. Et on voit d'ailleurs que l'impossible relation, l'impuissante relation entre le lieu de la production et le lieu de la vérité est celui de l'impuissance du sujet rejeté à rejoindre le signifiant 1, qui est le signifiant qui, dans le discours du maître, le détermine, le représente. Alors si le sujet est évacué dans le discours universitaire, c'est parce que c'est un discours sans corps. On se rappelle que pour qu'il y ait du sujet, il faut qu'il y ait un corps. Il faut qu'il y ait un corps traversé par une matérialité sensible, par des signifiants. Eh bien, le discours universitaire se distingue du discours du maître, du discours de l'hystérique, du discours de l'analyste. Il n'est pas le discours de l'universitaire, il n'est pas le discours de l'université, il est le discours universitaire. C'est un discours désincarné, c'est un discours impersonnel, c'est un discours qui est fait d'énoncés sans énonciation. Le discours universitaire, c'est le discours de personne. Je disais que pour qu'il y ait savoir, il faut qu'il y ait deux choses, il faut qu'il y ait antériorité, c'est-à-dire qu'un savoir, c'est toujours une relation entre deux signifiants au moins. On se rappelle que le savoir S2, il est à la place du deuxième signifiant qui apparaît et qui vient donner sens rétroactivement au premier, mais il est aussi à la place de la jouissance. Un savoir, ça s'éprouve. Et puis, il faut dire aussi que le savoir est aussi, comme il est du côté de la jouissance, il est une expression de la vérité, mais il ne va pas dire tout de la vérité. On se souvient que la vérité, elle est seulement midite dans le parcours de la vérité. Dès qu'il y a parole, il y a expression d'une vérité, et dans ce parcours, il y a un reste. Il y a un reste inassimilable par le symbolique, inassimilable par l'imaginaire, on ne peut pas s'en faire une idée, on ne peut pas le dire, on ne peut pas se le représenter. Il est réel. Et bien malgré tout, le savoir universitaire, ou plutôt le savoir dans le discours universitaire, va prétendre venir donner sens à ce reste réel. Et on voit bien qu'on a un problème là, parce que ce reste, c'est précisément ce qui ne peut pas avoir de sens. C'est précisément ce qui reste de l'opération de la parole, du fait qu'il y ait parole, de cette discontinuité. C'est ce que le filet de la parole, et même le filet du langage, ne peut pas recouvrir.
c'est ce qui échappe au symbolique, donc qui échappe du même coup au registre du sens. Ce reste ne peut pas avoir de sens. Malgré cela, le discours universitaire va prétendre l'éduquer, lui donner sens. On pourrait quasiment dire, il y a un petit jeu de mots presque qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que dans le discours du maître, le reste, c'est un impossible à dire. L'impossible à dire, c'est un nom du réel. Et cet impossible à dire, dans le discours du maître, est reconnu comme impossible. C'est-à-dire que ce reste ne peut pas retrouver le sujet. Il est perdu. Eh bien, cet impossible à dire, ce reste, dans le discours universitaire, pour le discours universitaire, cet impossible à dire devient un reste à dire. Alors qu'on voit bien que sur le plan logique, c'est-à-dire sur le plan de ce que nous impose le registre même du logos, ce reste est par définition ce qui va échapper au savoir. C'est ce qui, de la vérité, échappe au savoir. C'est en cela que la vérité touche au réel. Alors on voit bien que dans un projet d'éducation d'éducation de l'informe, de formation de l'informe, qui est donc aussi le projet de dire l'impossible, qui serait donc un reste à dire, eh bien, cette démarche, depuis la position du savoir, ou plutôt depuis la position d'un savoir qui renie son antériorité, un savoir qui renie qu'il n'est que le fruit d'une relation avec quelque chose qui l'a précédé, eh bien, cette entreprise aboutit paradoxalement à un déni du réel. La qualité réelle du reste de ce plus de jouir lui est déniée, et le sujet, lui et son énonciation, le sujet et son réel, et lui aussi, non plus dénié, mais carrément évacué. Alors on voit bien l'éthique du discours universitaire sur laquelle on reviendra certainement. On peut dire dans un premier temps que mettre ce qu'on considère dans le discours universitaire comme étant un reste à dire, le mettre au travail depuis une position de savoir, c'est avoir le projet, nourrir le projet d'une possible universalité. Mais c'est totalement paradoxal, puisque ce projet d'universalité qui ne reconnaît pas cet impossible à dire à cet endroit-là, eh bien, va servir le projet d'une totalité. Tout pourrait se dire. Il n'y aurait pas de reste, il n'y aurait pas d'autre reste que le sujet lui-même, le sujet et son énonciation, le sujet, ce corps parlant. Le problème du discours universitaire se poursuit et s'aggrave sitôt qu'il est au service d'un pouvoir. C'est tout le problème du savoir quand il est mis en position d'agent. C'est que le signifiant dont il s'est originé, le signifiant qui fait son antériorité, est en position de vérité, structure l'entièreté du discours, mais reste dans les dessous, voilé. Et le signifiant qui est donc ainsi oublié, ce signifiant aletheia, en position de vérité, voilé, eh bien c'est rien moins que le signifiant maître. Si bien qu'on disait que le discours universitaire était une entreprise d'évacuation du réel, de déni du réel, de l'impossible à dire, et d'évacuation du sujet, eh bien on voit maintenant que dès qu'il est au service d'un pouvoir,
dès que le savoir est au service d'un pouvoir, le discours universitaire est aussi une entreprise de contrôle qui va venir dénier le réel et tenter d'emboucher tous les trous. On a donc un savoir qui prend une vocation totalisante, au service d'un pouvoir, d'un contrôle qui reste dans les dessous. Et puis cette histoire de contrôle nous ramène sûrement aussi à la maîtrise, c'est-à-dire au discours du maître. Et on avait parlé dans une séance précédente de l'école des maîtres. Et on est là en présence de deux pratiques pédagogiques tout à fait antagoniques. Celle de l'école des maîtres et celle qui est portée par le discours universitaire, qui n'est pas forcément uniquement le lieu de l'université. Et je redis qu'on peut tout à fait... ça devient très compliqué, hein, ceci dit, mais travailler en tant que chercheur à l'université en servant le discours de l'hystérique. Enfin, en général, on a quelques problèmes, je crois, quand ça se passe comme ça. Discours de l'hystérique qui est en fait du côté du discours de la science. Hein. Mais donc je parlais de maîtrise de l'école des maîtres. Le maître, dans la dialectique du maître et de l'apprenti, le maître ne peut pas transmettre la façon dont il jouit de la transformation de la matière, de sa relation avec la matière. Elle est intransmissible, puisqu'il n'y a pas de signifiant pour l'éprouver. En revanche, il va organiser son enseignement de façon à ce qu'il n'y ait pas, à ce qu'il y ait le moins de malentendus possible, disons. Il faut que ça fonctionne, et lui, il va en première ligne. Il se mouille, il donne l'exemple, voilà. Mais en transmettant ce qu'on peut transmettre dans le cadre d'une pratique, ce qu'il est possible de transmettre, il va aussi transmettre un impossible. Il va peut-être même d'abord transmettre un impossible. Dans le discours universitaire, c'est tout autre chose. On transmet un savoir qui est fait d'énoncés, qui est dépourvu d'énonciation. Le savoir qui est transmis ne dépend pas du corps de celui qui l'a éprouvé. On transmet une position qui est une position de surplomb.